Alors, je vais vous demander de vous mettre autour de la table, mais pas en haut avec les intervenants, pour qu'on puisse bien vous voir. Oui, bien vous mettre autour, mais pas en haut. Voilà, super. Bon, je constate avec plaisir que vous savez super bien déjà naviguer dans Global. Bravo. Mais comme ça, ce sera plus facile pour voir les mains qui se lèvent, etc. Si vous n'êtes pas juste à côté de nous. On va attendre un peu. Je vois qu'il y en a pas mal qui sont à l'accueil. On va déjà attendre cela, et puis après les autres prendront en cours de route. Bonjour. Bonjour, Bonjour. Bonjour. on attend 5 minutes Bonjour. que les autres nous rejoignent. Je vois qu'il y en a qui sont encore à l'accueil. Ils ne doivent pas réussir peut-être à se déplacer. Je vais leur laisser encore une petite minute si vous voulez bien. Je peux pas aller les chercher, je peux pas les prendre et hop, les déplacer, autrement je le ferai. Bon, écoutez, on va commencer tranquillement. Alors, je vais commencer peut-être par me présenter. Je suis Bénédicte Del Risco et je suis avec Géraldine Mariotte, associée et directrice de l'Institut juridique d'Aquitaine. Donc, pour vous présenter l'Institut juridique d'Aquitaine, juste quelques mots. Ça fait un petit peu plus de 20 ans, 24 ans même, je crois, aujourd'hui, que nous formons des assistants spécialisés pour les cabinets juridiques, alors aussi bien les cabinets d'avocats, les études de notaires ou de commissaires de justice, mais aussi les services juridiques, notamment dans les cabinets d'expertise comptable. Et depuis quelque temps, des questions récurrentes viennent jusqu'à nos oreilles concernant l'impact de l'IA sur ces métiers, sur le métier d'assistante juridique. Donc nous avons décidé de répondre à ces questions que vous vous posez. Et pour cela, j'ai le plaisir d'avoir avec moi 3 experts. Amandine Lee, qui est assistante clerc d'avocat dans un cabinet d'avocats, assistante juridique clerc d'avocat dans un cabinet d'avocats. Nous avons Jérémy Boudy, qui est lui expert IA, hein. Et nous avons Pierre Lamant, qui est du service directeur juridique chez Inextenso Sud-Ouest. Voilà. Donc ces 3 personnes ont un lien direct avec le sujet qui nous occupe, et leur retour d'expérience va nous permettre vraiment d'avoir une vision un petit peu plus précise sur l'impact de l'IA sur ce métier-là. C'est devenu un sujet incontournable et qui est bien évidemment anxiogène, comme toutes les grandes révolutions. Et je pense que cette table ronde va nous permettre d'éclaircir plusieurs points. Alors, je vous explique un petit peu comment va se dérouler cette réunion. Nous allons déjà aborder quelques questions. Pour y répondre, chacun des experts prendra la parole. Puis, il y aura un temps de questions libres. Donc, c'est vous qui poserez directement les questions que vous avez à poser. Puis, nous conclurons ce rendez-vous online. On commence ? Alors, la première des questions que nous allons poser à nos experts, c'est concrètement,
comment l'arrivée de l'intelligence artificielle a-t-elle bousculé vos quotidiens et vos métiers respectifs? Alors, Jérémy, peut-être Oui, une première réponse? avec plaisir, Bénédicte. Merci. Merci pour l'invitation. Je suis ravi en tout cas d'être avec vous ce soir. Pour me représenter rapidement, donc, moi je suis Jérémy, je suis associé dans une agence de communication et je m'occupe de toute la partie technique. Et depuis quelques années, on intègre des outils IA et on sensibilise les collaborateurs d'entreprise à l'utilisation de l'IA. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une vraie, pour le coup, tu l'as très bien dit, Bénédicte, une vraie révolution. C'est un peu ce qu'on a vécu avec les téléphones portables, avec le web, avec le Minitel. C'est une vraie révolution, c'est pas une mode. L'IA, ça existe depuis des années. Ça existe depuis les années 1950. Et c'est vrai que ça a été démocratisé, en tout cas accessible pour tout le monde depuis 4-5 ans avec l'arrivée de ChatGPT. J'imagine que vous connaissez tous cet outil. Du coup, ils ont réussi à faire un outil très simple d'utilisation, juste avec un, comment on va dire, comme un moteur de recherche comme Google, pour que vous puissiez poser des questions. Et c'est vrai que ça a révolutionné, en tout cas, ça a rendu accessible l'IA pour tout le monde. Et aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, en tout cas, c'est qu'on va parler uniquement de l'IA qu'on appelle générative. Donc, c'est ce qui est la plus connue. Donc, c'est celle qui va générer à la fois des contenus, générer des vidéos, des images. Donc moi, j'interviens en tout cas aujourd'hui comme expert IA et avec un recul par rapport au service juridique. Nous, on fait aussi du service, mais on fait du service de communication. Et moi, je m'occupe de toute la partie du coup web et site internet. Et c'est vrai que pour le coup, ça révolutionne nos métiers, ça révolutionne nos missions. Mais il ne faut pas en avoir peur. En tout cas, comme je disais tout à l'heure, c'est pas une mode, faut que tout le monde s'y mette et tout le monde soit curieux sur ces utilités. Nous, ça nous fait gagner du temps. On voit aussi certaines limites à l'utiliser. Ça fait quand même quelques années qu'on l'utilise et on voit certaines limites. En tout cas, on sent qu'il faut un humain derrière pour vérifier, et on en parlera tout à l'heure. Mais c'est vrai que dans tous les cas, sur les missions potentiellement de votre futur métier, ça va vous faire gagner du temps. Et nous, ce qu'on voit en tout cas quand on fait des audits ou quand on intervient pour des entreprises, là où c'est intéressant, c'est que ça apporte de la qualité dans votre quotidien. C'est-à-dire qu'il y a des choses, on a toujours un petit peu tous la tête dans le guidon, il y a toujours beaucoup de choses à faire et souvent on oublie parfois l'essentiel ou on oublie de faire des choses où on n'a pas forcément le temps. Et aujourd'hui, on arrive en tout cas à gagner du temps sur des tâches qui sont très très chronophages et à apporter de la qualité et euh, ça peut être des récapitulatifs de mails, ça peut être passer un peu plus de temps humainement avec des clients. En tout cas, on apporte une valeur ajoutée différente. En tout cas, c'est ce que nous, on voit au quotidien dans les services, dans les métiers de service. Donc voilà, et c'est vrai que faut pas en avoir peur. Et vous qui êtes potentiellement des futurs sortissants d'une formation, c'est nous en tant que dirigeants ou employeurs, c'est des choses qu'on aime bien en tout cas, qui a un apport, une nouveauté en tout cas, un renouveau qui vient de personnes qui arrivent de formations modernes. Donc ça, vous avez une vraie valeur ajoutée en tant que nouveau formé, à sensibiliser aussi sur les pratiques de l'IA pour vos futurs employeurs. Donc il y a en tout cas, il y a un vrai enjeu aussi de votre côté. Amandine, est-ce que vous confirmez? Oui, bonsoir à tous. Oui, alors moi, pour me présenter en 2 mots, je suis assistante juridique clerc d'avocat, mais surtout assistante juridique depuis 2010. Et le métier d'assistante juridique, au-delà de l'IA, qui est bien sûr une révolution aujourd'hui majeure, a toujours évolué et a évolué durant mes années d'exercice. Et j'exerce plus du tout mon métier comme je le faisais en 2010.
Des révolutions ont eu lieu, notamment sur la dictée, de certains avocats qui utilisent aujourd'hui des logiciels spécifiques, ou la numérisation de toutes les données. Donc on peut avoir aujourd'hui les mails, les logiciels professionnels très puissants et très adaptés à notre pratique. À l'époque, on était beaucoup sur des courriers et des choses beaucoup plus terre à terre avec du papier et de l'impression. Donc ça a été aussi une révolution, mais l'IA apporte quelque chose de nouveau qu'il faut prendre en compte. Mais dans ma pratique au quotidien aujourd'hui, l'IA ne m'a pas remplacée et ne remplace pas aujourd'hui les collègues que je côtoie au quotidien. Par contre, le métier bougera encore, comme il a déjà bougé et bougera tout au long de ma carrière et de la carrière des assistantes juridiques. Par la révolution technologique. Bien sûr qu'on pourrait se dire qu'une automatisation des mails pour écrire aux clients fait par l'IA et que l'assistante juridique serait plus nécessaire, ou certaines tâches, même au téléphone, on entend que maintenant on pourrait avoir des assistants virtuels qui répondent aux demandes. Aujourd'hui, l'humain, le cabinet d'avocat, reste essentiel. Un client a besoin de contact réel, notamment avec une assistante juridique qui est le premier rempart face à un client et qui est du coup la première image du cabinet. Et puis ensuite, dans mes tâches au quotidien, le métier d'assistante juridique, c'est un métier qui nécessite des connaissances, un savoir qui s'apprend par une formation, qui s'apprend sur le terrain et qui ne sera pas remplacé par l'IA. L'IA va pouvoir nous aider à trouver plus facilement des informations, à peut-être nous aider dans une rédaction, mais ne nous aidera pas à savoir gérer un dossier face à une juridiction, savoir les délais de procédure qu'il faut appliquer face à un délai pour rédiger un acte, que l'acte soit vérifié et juste. Il peut vous proposer quelque chose, mais il faudra toujours une vérification. Donc, le savoir est important dans notre métier et l'IA sera un outil. Comme c'est un outil plus intelligent que les autres outils qu'on a eus dans notre révolution au fur et à mesure technologique, comme des logiciels professionnels ou autres, il faudra y faire attention, mais effectivement, dans mon quotidien, l'assistance juridique reste important et on manque pas de travail. Les tâches que nous faisions pas, que nous faisons plus, aujourd'hui, qui du coup sont faites par des ordinateurs, qui sont faits par des logiciels, qui sont faits par l'IA, on fait des tâches différentes. Le métier évolue, mais le cœur de notre profession, qui est d'assister une profession juridique et qui doit comporter des compétences spécifiques, ça ne changera pas. Et juste l'IA sera notre support et il ne faut pas en avoir peur, mais il faudra savoir l'utiliser intelligemment et avec prudence, malgré tout. Voilà ce que je peux dire sur... Merci Amandine. Pierre, des choses à rajouter? Écoutez, je suis tout à fait d'accord avec les deux intervenants qui ont déjà bien exposé le sujet. Moi, il y a un mot qui est important pour moi dans nos métiers, qu'on soit directeur juridique, juriste, assistant juridique, quel que soit notre métier, on a avant tout un métier de service. C'est vrai qu'on le disait tout à l'heure en préambule, notre métier, c'est de créer du lien et d'expliquer les choses. On a un métier où pendant très longtemps, on s'est caché derrière la connaissance technique. Les métiers du droit, ils sont réputés pour être assez complexes. C'est pas une matière qui est, d'abord, on l'apprend pas à l'école comme toutes les autres matières. Hein. On peut faire des mathématiques, du français, on n'est pas obligé de faire du droit dans sa vie, donc c'est un choix. Et pour autant, c'est quelque chose qui nous entoure tous, le droit. On s'en rend pas forcément toujours compte, mais c'est vrai que les gens qui suivent la formation souvent avec nous s'en aperçoivent très vite. Du droit, on en a partout autour. Et ce droit, il n'est pas simple. Il n'est pas simple parce qu'il évolue tout le temps. Les textes changent souvent très vite. Et en fait, notre métier, le métier des assistants juridiques notamment, c'est de clarifier ces éléments-là, de les simplifier et de faire que, justement, on ne se réfugie pas derrière la complexité du droit pour un petit peu s'extraire et dire « nous, on sait ». Ce
ce que disait Amandine tout à l'heure, hein, c'est quelque chose d'hyper important. On a une connaissance technique, mais cette connaissance technique, elle n'a qu'un seul intérêt, c'est de créer du lien entre les personnes. C'est-à-dire qu'on doit convaincre un juge, on doit convaincre une personne en face, on doit convaincre une personne de l'intérêt de signer un contrat. Tous ces éléments-là, ils méritent nécessairement d'être expliqués. En fait, le métier d'assistante juridique et de juriste, aujourd'hui, il se réoriente encore plus maintenant avec l'IA vers ça, pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui, même vous l'éprouvez au quotidien. La connaissance, on peut très rapidement... Je vais faire juste une petite parenthèse, Pierre. Les personnes qui n'ont pas désactivé leur micro quand ils ne parlent pas, je vous demande de le faire parce que ça crée des nuisances sonores et vous les réactiverez juste quand vous aurez des questions à poser. Je vous remercie. Pierre, désolé pour cette... Non, pas de souci. Et donc, c'est vrai qu'en fait, la connaissance, comme disait Amandine, on peut tous, en fait, la récupérer. On peut aller sur ChatGPT, on peut aller sur plein d'outils, récupérer des bribes de choses très intelligentes ou des fois un peu moins intelligentes, mais qui donnent l'illusion qu'on connaisse, qu'on ait la connaissance du droit. Pour autant, ça ne veut pas forcément dire qu'on sait bien manipuler ces éléments-là, qu'on sait les clarifier. Et en fait, notre métier aujourd'hui, ce qui a réellement changé, c'est que plus nos clients, plus notre entourage a une connaissance du droit, plus on a besoin justement de recréer du lien humain avec les personnes. Et ça, c'est un vrai challenge pour nos métiers, parce qu'en réalité, tous nos métiers de juriste, quelle que soit la filière, on a fait tout ce qui était nécessaire depuis à peu près 50 ans pour se planquer derrière notre connaissance en disant « moi je sais ». C'est-à-dire on était ce qu'on appelle le sachant. Et en fait, aujourd'hui, on s'aperçoit que oui, on sait des choses, mais des fois, on en sait parfois moins que notre client, parfois moins qu'une partie en face, mais qu'on a une capacité à l'expliquer différemment, à créer ce lien. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental aujourd'hui, c'est qu'on revient dans une relation qui est plus simplement un savoir-faire, mais un savoir-être, une question de comportement, de personnalisation. Ça veut dire qu'il y a la loi qui est très objective, très générale, et puis il y a la façon dont je l'explique à mes clients au quotidien, la façon dont mon assistante est capable d'appeler un client, effectivement, plutôt que se réfugier derrière un mail automatique comme dit Amandine. On pourrait tous faire ça. Et vous voyez, autour de la table, vous l'avez tous éprouvé, même pendant le Covid, faire un apéro, c'était sympa de le faire en visio, mais c'est quand même plus sympa et plus agréable de le faire en présentiel avec une personne en face de soi. Nos métiers du droit, c'est exactement la même chose. On n'est pas fait pour vivre de façon complètement désincarnée comme étant un outil technique. On est dans un métier humain. Merci Pierre. Alors, la deuxième question concerne la sécurité, bien évidemment, essentielle. Comment vous positionnez-vous concernant la confidentialité des données de vos clients dans l'utilisation de l'IA? Question cruciale, notamment dans des professions où le secret professionnel est un absolu. Jérémy? Oui, alors sur la sécurité, c'est comme je disais tout à l'heure, on sensibilise énormément de collaborateurs, nous, dans les entreprises. Et il faut savoir que aujourd'hui, tous les modèles comme ChatGPT, Copilot ou autres sont des modèles américains le plus souvent. Donc, il faut savoir qu'il n'y a aucune RGPD. Donc, nous, on fait, en tout cas, on sensibilise les collaborateurs à toujours anonymiser les informations qu'ils transmettent dans l'IA. Ce qu'il faut savoir aussi, et ce qui est très important, c'est que vous allez utiliser des logiciels juridiques, comme Doctrine ou autre, si vous en connaissez, qui utilisent aussi, qui intègrent de l'IA directement dans le logiciel. Il faut savoir que derrière ça, il y a le plus souvent un modèle comme ChatGPT qui est intégré. Donc, il faut faire très attention à ça. Donc, nous, la première chose en tout cas qu'on dit, c'est anonymiser. Aujourd'hui, c'est aussi de bien regarder le modèle que vous utilisez. Il y en a qui sont français. Les plus connus sont les Américains. Le français, c'est Mistral. Il y a des... il n'y a pas Claude aussi? Claude, non, il est américain aussi. Il est américain aussi, mince. Oui, c'est Amazon. Donc c'est Clyde, en fait, c'est pas Claude. C'est Clyde. Clyde.
Donc, en tout cas, ça, c'est les premières choses à regarder, en tout cas à vérifier. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les modèles comme ChatGPT hallucinent beaucoup. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont capables, si vous voulez, c'est comme si derrière il y avait une grande bibliothèque de données, et ils sont capables d'aller chercher des informations, mais ils sont aussi capables, s'ils n'ont pas l'information, de vous présenter des choses qui ne sont pas vraies, qui sont totalement inventées. Donc, il faut faire très attention à ça. Oui, ça, ce sera peut-être l'objet, Jérémy, de la prochaine question sur les limites et les pièges. Oui, Mais j'aimerais bien qu'on reste vraiment là, pour l'instant, sur la sécurité et la confidentialité. ouais, J'essaie de compartimenter un petit peu tout ça pour qu'on arrive à faire le tour vraiment de toutes les oui. questions. D'accord. Mais principalement, c'est ça. Et sur la sécurité, quand tout à l'heure je parlais aussi de sensibilisation Oui, des collaborateurs ou même de vos prochains collègues, on a ce qu'on appelle dans le jargon un peu technique du shadow IT. Et c'est toutes les pratiques qui sont faites sans que la direction le connaisse. C'est-à-dire que si demain, il y a une directive dans votre cabinet qui est d'utiliser certains outils. Parfois, certaines personnes utilisent sans faire attention du ChatGPT ou un outil qui est directement sur internet et déposent des documents sans trop savoir. Et ça, c'est ce qu'on appelle du shadow IT. Donc, c'est important en tout cas. L'IGA intègre une partie de formation IA. C'est important en tout cas d'être sensibilisé là-dessus et de savoir tout ce qui se passe derrière et de pouvoir aussi, vous, en tant que futur employé, de pouvoir sensibiliser vos futurs collègues. Donc voilà, sur la partie sécurité, en tout cas, c'est les quelques éléments sur lesquels on sensibilise les personnes. merci Jérémy. Amandine, des choses à rajouter? Oui, alors un petit peu à rajouter, mais bien sûr, je veux revenir sur la confidentialité. Je suis totalement d'accord. Et bien sûr, je rejoins Jérémy sur l'anonymisation des documents si vous étiez amené à faire une recherche. Alors j'insiste, si vous étiez amené à faire une recherche, puisque tout ce qui va être recherche juridique, on est plus sur le domaine de l'avocat que de l'assistante juridique. Mais pourquoi pas dans le cadre d'un dossier où, parce que votre évolution professionnelle fait que vous faites des recherches. L'anonymisation des documents est hyper importante, notamment pour éviter la fuite des données du client qui est confidentielle. Et dans le cadre de votre contrat de travail, futur contrat de travail, la confidentialité est très importante et une faute professionnelle si vous ne la respectez pas, même si vous ne faites pas exprès. Donc là, pour le coup, c'est vraiment à être très prudent sur ce plan-là. Et sinon, je n'ai rien à dire en particulier, à part que nous, au cabinet, du coup, les avocats principalement, moi, de temps en temps, quand j'ai quelques recherches à faire pour me rassurer, on utilise des logiciels de l'IA, hein, des services proposés par l'IA, mais on n'est pas sur ChatGPT ou autre. On a des logiciels professionnels que l'on paie par des services juridiques qui nous proposent déjà des données professionnels qui sont au-delà de Google, hein, qui sont beaucoup plus complètes et sécurisées. Alors, en tout cas, il nous amène une sécurité qui serait plus importante et plus étanche que les autres outils qui sont ouverts à tous et qui sécurisent aussi l'information et la recherche. Donc, si on doit faire attention à la sécurité, c'est par n'importe quel outil. Ce sont des outils professionnels utilisés par le cabinet d'avocats et une confidentialité sur l'anonymisation des données, bien évidemment. Voilà. Merci beaucoup, Amandine. Pierre, des petites choses à rajouter, j'imagine. Peut-être atténuer peut-être un peu le propos, parce que c'est vrai qu'on a souvent tendance à considérer que l'IA, c'est une révolution, que tout est dramatique, qu'on a recréé et tout. Je vais peut-être enfoncer une porte ouverte, mais l'IA ne reste qu'un outil. En réalité, ça n'a pas changé la façon dont on appréhende dans notre métier ce qui est le secret professionnel et la confidentialité. Ça, de tout temps à jamais, du jour où les métiers juridiques ou du chiffre ou du droit ont existé, il y a toujours eu cette notion de confidentialité et de secret professionnel. Ça n'est pas parce qu'on développe des nouveaux outils que finalement ça change ce paramètre et ce paradigme qui est fondamental dans notre métier, qui est que la donnée,
on peut appeler ça de la data, on peut appeler ça de la façon dont on veut quand on parle effectivement d'IA ou de choses numériques, mais la donnée en elle-même est très souvent la valeur la plus importante de nos clients. C'est une valeur fondamentale dans une entreprise, son fichier client, de l'information financière, juridique, peu importe. Mais il ne faut pas se faire peur outre mesure avec cette notion de confidentialité et de sécurité en matière d'IA. Ça se gère, et Amandine le disait très bien, exactement de la même façon qu'on l'a géré avec toutes les autres évolutions techniques. Je veux dire, quand vous avez un client qui appelle ou une personne qui appelle au téléphone, moi, j'ai beau connaître beaucoup de mes clients, une voix au téléphone, je ne sais pas qui est derrière le téléphone. D'abord parce que je ne sais pas qui est derrière le téléphone avec mon client, s'il est tout seul ou s'il n'est pas tout seul. Là, autour de la table, vous avez des avatars avec des photos qui sont figées. Je ne sais pas si vous êtes 5 ou 10 personnes autour. Et la réalité de notre métier, c'est ça, c'est que protéger des choses confidentielles, encore faut-il qu'elles soient confidentielles. Ça veut dire que tous les éléments de nos clients ne nécessitent pas toujours d'être protégés. Donc, il ne faut pas non plus se faire peur outre mesure. Il y a beaucoup de choses, de données de nos clients qui sont déjà dans le domaine public. Et ça, que vous le vouliez ou non, vous n'allez pas les piéger en communiquant des informations les concernant là-dessus. Ça, ce n'est pas tellement une problématique. Par contre, il y a des procédures de travail. C'est-à-dire qu'on utilise l'IA comme on apprend à utiliser un téléphone dans un cabinet. On ne téléphone pas quand on est dans un cabinet comme on téléphone quand on est chez soi. Les relations téléphoniques ou par mail qu'on peut avoir avec des gens, on a des règles spécifiques finalement dans les cabinets. Mais très honnêtement, moi, du vécu que j'ai aujourd'hui, l'IA ne change pas tellement, pour le coup, notre métier sur ce sujet-là. C'est juste qu'on est encore plus vigilant. Pourquoi ? Parce que l'IA démultiplie finalement la possibilité d'accès des tiers à ces informations. C'est-à-dire qu'une fois qu'effectivement, Jérémy le disait tout à l'heure, quand je mets ça dans ChatGPT, tout le monde a accès à cette donnée, elle devient commune à tous. Ça devient une grande bibliothèque pour tout le monde. Alors après, comment on contourne ça ? Dans nos métiers juridiques, Amandine le disait, il y a des éditeurs qui se sont spécialisés aussi pour fabriquer des outils complètement étanches. Alors, ils nous disent qu'ils sont complètement étanches, qu'ils le soient ou pas, on verra dans la pratique. Mais en réalité, il y a quand même des outils et des process qui font qu'on apprend à sécuriser ça. Donc, il ne faut pas se faire peur avec ça. Encore une fois, c'est des process de travail. Au même titre qu'un assistant juridique apprend des délais pour aller devant un tribunal, à préparer des requêtes, des actes, des documents particuliers, on apprend à manipuler les outils professionnels et l'IA est un outil comme un autre. Merci beaucoup, Pierre. Je crois que votre caméra est désactivée parce qu'on ne vous voit plus, on voit juste votre photo. Oui, mais j'ai un petit problème, c'est soit vous m'entendez, soit vous me voyez. Je crois qu'on va préférer... Vous voyez les limites de l'information technologique quand il va falloir avoir tous des outils extrêmement pointus, parce qu'avec moi, c'est un jour le son, un jour l'image. Voilà, on va garder le son. Voilà, j'essaye pourtant. Ok. La prochaine question concerne les limites et les pièges de l'IA. Et donc, vous trois, selon votre expérience, quels sont les principaux pièges à éviter absolument? Toujours dans le même ordre, Jérémy? Je rattaque sur le thème de tout à l'heure. Mais... Cette fois, vous pouvez. Mais c'est vrai que le premier piège, en tout cas, c'est de faire confiance totalement à l'IA. Je ne sais pas si des gens qui nous écoutent ont déjà fait le test, mais quand vous challengez un petit peu la réponse de l'IA, le plus souvent, à 95%, il va vous dire « Ah oui, tu as raison ». Et il change sa réponse. Donc ça se voit et ça fait le lien un petit peu avec les questions précédentes, de dire que si vous n'avez pas la connaissance métier, nous on le voit dans les métiers de communication, si vous n'avez pas la connaissance du métier, vous n'allez pas savoir comment demander la chose et comment rebondir. Donc c'est vrai qu'il y a l'art de prompter, de faire les demandes, votre connaissance métier qui va jouer là-dedans. Et du coup, le vrai piège, c'est ça, c'est de faire confiance totalement à l'IA. C'est pour ça qu'on a une vraie valeur ajoutée aujourd'hui à apprendre encore des métiers pour les challenger et pour s'aider justement des réponses, pour se nourrir et derrière
avoir peut-être des meilleures idées dans les réponses qu'on va faire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la fin, c'est quand même vous, en tant qu'humain, qui allez valider et engager aussi votre responsabilité professionnelle auprès de vos clients. Donc, c'est pas le client, s'il a quelque chose à dire, il ne va pas le dire au modèle ou à ChatGPT. Il y a une interface humaine et c'est sur ça qu'il faut jouer. Donc voilà, le plus gros piège, en tout cas, que j'ai à dire, et après je laisse la parole, c'est vraiment de faire totale confiance à l'IA. Parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont dites et qui sont pas forcément conformes. Et encore plus dans le métier juridique. Amandine? Moi, du coup, je vais être brève également, puisque sur les limites, ça va rejoindre ce que dit Jérémy, bien sûr, sur l'hallucination de l'IA. On a pu en faire les frais au cabinet, même sur des logiciels professionnels. Il faut toujours vérifier les sources. Voilà. Donc, s'il y a des choses à vérifier, c'est vérifier les sources. Et ça rejoint forcément que si on vérifie une source et qu'on sait de quoi on parle et on a une connaissance, en tout cas, on a déjà étudié la chose et on n'y va pas les yeux fermés. Et peut-être un dernier point, c'est de se dire que effectivement, on pourrait dire aujourd'hui que dans le cadre de l'assistance juridique, c'est pas grave si on n'a pas de formation, c'est pas grave, on peut y aller comme ça parce qu'on fera tout avec l'IA et puis on nous donnera les réponses au fur et à mesure. Et ça, c'est très dangereux parce que du coup, les informations seront pas forcément bonnes et du coup, ça vous mettra en difficulté face au traitement de certains dossiers. Pour le reste, voilà, ça va avec ce que dit bien évidemment Jérémy sur l'utilisation de l'IA et de sa réponse. Voilà. Merci Amandine. Pierre, des choses à rajouter sur ce sujet? Je suis assez d'accord. À mon sens, il y a un point important, c'est toujours déjà de bien choisir le bon outil. Mais ça, c'est valable pour tous les métiers. Encore une fois, l'IA, ça veut tout dire et rien dire. En réalité, il y a énormément d'outils d'IA, Jérémy l'a dit, il y a un champ des possibles et d'outils qui existent, qui n'ont pas tous exactement la même utilité dans nos métiers, et notamment pour les métiers d'assistant juridique. Il y en a qui sont des aides à la production administrative, il y en a qui sont des aides à la recherche d'informations, de tri. On n'utilise pas en fait n'importe quel outil, mais ça c'est comme pour tout métier. Voilà, donc il faut déjà apprendre et connaître ces outils. Et Amandine a raison sur un point, un des plus gros écueils, notamment chez les jeunes collaborateurs qui arrivent dans les cabinets, c'est de penser par exemple qu'on peut tout faire avec ChatGPT. On peut faire plein de choses très intelligentes avec, c'est très bien, mais ça reste un outil généraliste. D'accord ? Donc c'est comme si vous alliez voir un médecin et que vous avez un problème de dos, vous pouvez aller voir un très bon généraliste et il va vous soigner le dos. Mais peut-être que vous avez intérêt à aller voir plutôt un kiné ou quelqu'un qui sait exactement ce qu'il a à faire pour soigner votre mal. Dans nos métiers, c'est exactement la même chose. Et pour un assistant juridique, bien choisir le bon outil, ça suppose déjà qu'on vous les apprenne, qu'on vous montre les différents outils qui existent, les différentes fonctionnalités qu'il y a, et d'apprendre à les utiliser intelligemment. Donc ça veut dire de ne pas forcément toujours passer par des outils très généralistes, mais se concentrer des fois sur des outils très spécialisés, sur lesquels il faut apprendre. Et puis, il y a un deuxième élément qui est important, Jérémy disait, c'est la question d'hallucination. Si je n'ai pas de connaissances, l'hallucination, je suis incapable de l'avoir. Parce qu'en réalité, pour savoir que la machine hallucine, que le logiciel invente une référence juridique, invente un délai, quelque chose, mais encore faut-il le connaître. Et donc ça, si vous voulez, l'outil ne remplace pas la connaissance. Ça vient avec. Ça nous simplifie le travail, ça nous aide à mémoriser des choses plus vite, à aller les chercher plus vite. Mais Jérémy et Amandine ont raison sur un point, c'est qu'il faut toujours challenger la source et l'information qu'on va chercher. C'est-à-dire que l'information qu'on a, il y a 90% de chances qu'elle soit juste. Par contre, comme on dit, le diable se cache dans les détails. C'est les 10% que vous n'allez pas vérifier, où vous allez vous planter. Et là, ça peut coûter cher à nos activités parce que une partie de votre job et le nôtre, c'est justement de garantir ces 10%. C'est de montrer qu'on est suffisamment intelligent pour réduire ce risque que la machine peut créer elle-même aujourd'hui. Parce que la machine, en fait, elle pioche dans des tas d'informations qui, des fois, sont contradictoires. Et même nous, humainement, on le voit. Des fois, il y a des délais qui s'opposent, il y a des choses qui ne sont pas évidentes.
c'est à nous, intellectuellement, de faire le tri. La machine, elle peut le faire, mais des fois, elle vous invente n'importe quoi. Et Jérémy a raison. Nous, c'est quasiment systématique aujourd'hui, quand on fait une demande et qu'on demande à un outil, aussi perfectionné soit-il, tu confirmes bien que ce que tu viens de me dire est juste. Oui. Allez, si c'est pas 90%, c'est souvent beaucoup plus, il va vous dire « Ah oui, mais alors attends, j'ai peut-être oublié qu'il y a un nouveau texte. » Et alors, c'est même souvent pire que ça, c'est que si vous le connaissez, le texte, et que vous lui dites « Tu es sûr que ta position, elle est cohérente avec tel nouveau texte ou avec tel article ?» Il vous dit « Ah oui, non, en fait, j'ai pas du tout cherché dans la bonne case. » Parce qu'en réalité, il y a une différence entre avoir une information et la récupérer de la bonne façon. Et donc ça, c'est ce que Amandine appelait apprendre à prompter, c'est-à-dire apprendre à poser la bonne question. Et finalement, on s'aperçoit que dans nos métiers, très souvent, on pose la bonne question quand on connaît intuitivement déjà un peu la réponse. Et donc ça suppose déjà d'avoir un niveau de connaissance quand même qui est un petit peu généraliste, et surtout de ne pas faire d'excès de confiance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la machine comme l'humain sont perfectibles. Donc il faut accepter l'idée qu'à chaque fois qu'on écrit quelque chose, et finalement on devrait le faire même quand on n'utilise pas l'IA, quand on utilise son stylo, on devrait poser la plume à la fin et se dire ce que je viens d'écrire, est-ce que c'est suffisamment intelligent pour être compris de mon client et est-ce que c'est juste ? Ben ça, si on fait l'économie de ça avec l'IA, une fois sur deux, on va se tromper. Parce qu'on va avoir l'impression que c'est correct, que c'est juste. Et puis en réalité, plus on va le faire et moins on va vérifier, et plus on va se mettre en risque. Merci beaucoup, Pierre. Enfin, quelles sont les nouvelles compétences que les futurs professionnels doivent acquérir ? Jérémy. Alors pour moi, les nouvelles compétences que les professionnels doivent acquérir, c'est aujourd'hui, comme on le disait tout à l'heure, c'est d'être curieux, de savoir utiliser les outils, de bien les utiliser, d'être sensible à ça, et derrière aussi, comme je le disais tout à l'heure, vous êtes un petit peu les nouveaux employés qui vont intégrer des cabinets. Et nous, on le sait, en tout cas en tant qu'agence de com, on attend réellement un nouveau souffle, des idées, et aussi on sait que les formations intègrent de nouvelles technologies ou autres, ou en tout cas sensibilisent aux nouvelles technologies. Donc nous, en tout cas, on attend ces compétences-là pour les futurs professionnels. Et comme on l'a dit tout à l'heure aussi, c'est vraiment toute cette partie communication et humain qui aujourd'hui va avoir une vraie valeur ajoutée encore plus qu'avant, avec tous ces outils d'IA, d'automatisation. Parfois, on le voit, on perd un peu ce côté humain. Donc c'est vraiment sur ça qu'on doit jouer dans l'ensemble des métiers au final. Pas que dans les métiers juridiques, mais dans l'ensemble des métiers, c'est ce côté humain et accompagnement. Merci. Amandine ? Alors, oui, moi, ça va rejoindre dans un premier temps ce qu'a dit Pierre tout à l'heure sur le prompt. Dans la nouvelle évolution du métier d'assistante juridique, je pense qu'il va être très important que un assistant juridique sache rédiger un prompt si des recherches doivent être effectuées, puisque c'est quand même très important, et si le prompt est mal rédigé, la réponse ne sera pas adéquate, et c'est pas une mince affaire. Donc ça, c'est vrai que ça fait partie pour moi d'une des nouveautés, une des nouvelles compétences à acquérir, pour moi-même également, puisque c'est tout nouveau et on tâtonne, et plus le prompt est précis, plus la réponse, plus l'IA partira pas dans tous les sens. Donc ça, pour moi, ça fait partie des nouvelles compétences à acquérir au fur et à mesure par les assistants juridiques dans le cadre d'une recherche avec l'IA. Et ensuite, je pense que les nouvelles compétences, si elles ne sont pas déjà acquises, c'est l'outil numérique. Il faudra maîtriser vraiment parfaitement, parce qu'aujourd'hui, on ne pourra pas juste se satisfaire de connaître un petit peu les outils numériques, le logiciel. Il va falloir vraiment être des professionnels où on utilisera le numérique et on ne pourra plus juste
tâtonner sur certains outils qui existent déjà et qui ont des outils d'IA aujourd'hui intégrés, notamment Outlook, Word, etc., qui utilisent Adobe, des outils qu'on utilise au quotidien, mais qui ont des outils d'IA. Et il va falloir prendre le temps de se renseigner et d'évoluer avec eux. Voilà, je pense que c'est les nouvelles compétences techniques que devront avoir les futurs et les assistants juridiques déjà en poste. Voilà. Pierre? Alors, moi, si je peux dire quelque chose, pour moi, c'est même pas une nouvelle compétence. En réalité, c'est de revenir à une compétence qui est un peu plus traditionnelle. C'est en fait apprendre à parler. Purement et simplement. Apprendre à s'exprimer. Mais alors, voilà, ça peut sembler très bête, mais alors en réalité, on le voit tous, les meilleurs prompts, les meilleurs questionnements qu'on peut faire techniques sont ce qu'on appelle en langage naturel. C'est-à-dire qu'on ne fabrique pas du code, on ne fait pas de l'informatique. Demain, des assistants juridiques ne sont pas des informaticiens chevronnés, on ne leur demande pas de coder pour obtenir une réponse. Vous ne faites pas des maths appliquées. Ce qu'on attend, encore une fois, de nos métiers, c'est de faire la passerelle, encore une fois, entre l'outil, le droit et les personnes. Donc, ça peut sembler paradoxal, mais moi, je le vois vraiment au quotidien. Nos métiers se réorientent encore plus. Plus on devient technicien, plus nos clients le sont eux aussi. Et aujourd'hui, mes clients n'ont pas besoin de moi si je ne fais que leur apporter la même chose technique que leur apporte un logiciel ou ce qu'ils peuvent chercher eux-mêmes. Ils viennent chercher une compétence intellectuelle, une façon de comprendre les choses qui, à aujourd'hui, reste encore quelque chose de très humain dans la relation. C'est-à-dire une sorte d'interactivité qu'on a, et c'est un peu ce qui nous différencie de la machine, je suis désolé, ça fait très papy de dire ça, ou peut-être que c'est moi que ça rassure dans mon métier, mais la relation l'œil dans l'œil avec une personne, avec un juge, avec une assistante ou un assistant juridique, où on s'explique clairement la chose dont on a besoin et on la traduit, bien sûr qu'après, il y a l'IA, on fera un prompt, on cherchera les choses. Mais néanmoins, encore une fois, la relation humaine est fondamentale. Et ce qu'on s'aperçoit très souvent, c'est que les meilleurs techniciens en matière d'IA sont ceux qui écrivent le mieux en réalité en langue naturelle et qui s'expriment le mieux parce qu'ils ont une compréhension des mots, ce qu'on appelle une granularité dans l'expression qui est beaucoup plus fine. Parce qu'on peut faire un prompt très général, on a une réponse très générale. Si on veut avoir des réponses extrêmement précises, si on veut faire un courrier qui atteint sa cible, si vous voulez, c'est comme si demain vous alliez chercher du boulot et que vous preniez une maquette de CV sur Internet et que vous mettiez juste votre photo en en-tête. Bon, bien, dans ce cas, on a tous le même CV. Qu'est-ce qui va changer la donne pour que je vous embauche ? Si c'est un CV qui est le même pour tout le monde, au final, ça va être votre photo. Ça va être la relation humaine quand je vais vous recevoir en rendez-vous pour vous rencontrer et me dire, tiens, humainement, cette personne, avec elle, ça peut matcher. Ben, nos clients, c'est exactement la même chose en réalité. Si on ne sait pas s'exprimer avec eux à l'oral, et c'est d'autant plus compliqué, vous voyez, là, vous ne voyez pas visuellement ma photo, vous m'entendez. Mais nos relations professionnelles aujourd'hui avec nos clients, c'est ça au quotidien. Ils ne nous voient pas. Ils nous voient à travers un mail, ils nous voient à travers une consultation, un acte. Et donc, on n'a plus cette relation physique avec la personne en face. Donc, il faut être encore plus parfait dans la façon de s'exprimer. C'est le vrai paradoxe de notre métier. Et ça, très honnêtement, et c'est là où il y a un très gros retard, notamment universitaire, c'est que des formations comme celles qu'on fait au sein de l'IGA, justement, on essaye d'être encore plus vigilant à vos côtés sur ces sujets-là pour que vous soyez encore plus adaptés, pas que sur l'aspect technique, mais sur l'aspect relationnel, métier. Et ça, à l'université, on ne l'apprend pas parce qu'on est 600 dans un amphi et on ne peut pas l'apprendre. Merci Pierre. Alors, après ces différentes questions que nous avons, les problématiques que nous avons abordées ensemble, je vais vous laisser la parole pour poser vos questions. Alors, je peux peut-être déjà essayer de relayer pour lancer les choses, celles que j'ai vues passer sur le chat. Et puis après, il vous suffira tout simplement d'activer votre micro et de poser vos questions.
Alors, j'ai eu une question qui concernait les attentes des employeurs concernant le travail de l'assistante juridique demain. Ça, je pense que c'était une question en tout début d'intervention. Je pense qu'on y a répondu, mais on peut peut-être revenir rapidement sur les attentes des employeurs concernant le travail de l'assistante juridique de demain. Peut-être Pierre, en tant qu'employeur d'assistante juridique. On l'a dit un petit peu hein, dans les différents éléments, mais en réalité, l'assistant juridique, c'est vraiment un appui. Que ça soit pour le juriste, un notaire, un avocat, on travaille en tandem en fait, avec un assistant juridique. On n'est pas, vous ne travaillez pas pour nous, on travaille ensemble en réalité. Donc c'est vrai que il y a cette relation humaine qu'on crée ensemble dans laquelle mes collaborateurs ou collaboratrices n'ont pas forcément besoin que je leur explique en permanence le droit. On va expliquer des points de détail, des éléments comme ça, donc il faut quand même avoir des bases juridiques assez solides, c'est l'intérêt de la formation. Mais moi aujourd'hui, je ne forme pas forcément mes collaborateurs sur des outils numériques. Ça, on l'apprend finalement en même temps qu'eux. Moi, je ne suis pas meilleur que mes collaborateurs, je suis même probablement moins bon qu'eux dans l'utilisation de l'IA. Et ce n'est pas qu'une question de génération, c'est une question il y a des personnes plus âgées que moi qui sont très bons en IA parce que ça leur correspond très bien et ils arrivent à très bien utiliser les outils, ils repèrent très bien. On s'aperçoit que dans les jeunes générations, il y en a plein qui ne savent pas du tout l'utiliser, ou du moins qui pensent savoir l'utiliser comme on utilise Chat ou d'autres, mais ce n'est pas exactement la même chose. Donc en réalité, ça se construit ensemble. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à utiliser ces outils ensemble, comme on l'a fait pour plein d'autres outils. Amandine parlait tout à l'heure, il y a eu des révolutions antérieures. Alors pour les plus jeunes autour de la table, ça ne va rien leur dire, mais fut une époque, nous, on enregistrait un courrier sur une cassette, on vous donnait une cassette et on vous demandait à la mano de le taper ou de le réécrire à notre place. Vous appreniez la sténo. Bon, aujourd'hui, ça, vous l'avez vu, à part dans des films des États-Unis de 1950, je pense qu'il n'y a personne autour de la table qui a fait de la sténo, sauf Amandine, parce qu'on lui a cassé les pieds à l'apprendre au début. Et pourtant, ça semble idiot, mais il n'y a même pas 10 ans, 15 ans, ça se faisait encore. Donc ça va très vite, mais c'est complètement périmé. Donc ça veut dire que ces compétences-là, elles changent, mais fondamentalement, ça ne change rien, parce que Amandine, elle rédige le même acte comme elle le rédigeait avant, c'est juste l'outil qui a changé. Merci Pierre. Il y a aussi quelqu'un qui nous demande quels sont les IA que vous utilisez au quotidien dans vos métiers. Alors Amandine, vous y avez fait référence à un moment des IA professionnels, enfin des IA spécifiques au secteur d'activité. Alors pour vous, c'est les cabinets d'avocats. Ce sont lesquels que vous utilisez? Alors au cabinet, donc il y en a d'autres. On utilise l'IA de LexisNexis. C'est notre base de données, qui est notre base de données de référence. Et du coup, ils ont un volet IA, donc on a pris leur volet IA. Donc ça, c'est pour un des outils. Un deuxième outil qui est un outil un peu plus large, qui est Haiku, qui est un outil juridique également pour des recherches juridiques spécialisées en cabinet d'avocats. Donc c'est les deux outils au cabinet utilisés pour les recherches juridiques avec l'IA. Et Pierre? Oui, on trouve sensiblement les mêmes en fait. Il y a quelques gros éditeurs, on va dire, il y a un très gros éditeur généraliste qui est le groupe Dalloz, LexisNexis, qui développe en fait plein de suites logicielles complètement différentes, mais en fait, c'est souvent adossé à la même architecture, le même fonctionnement. Donc, c'est la même chose que ce que dit Amandine. Il y a des outils qui peuvent sembler un peu différents d'un cabinet à l'autre, mais souvent, c'est un peu les mêmes choses. Il y a des outils très généralistes. Il arrive que certains cabinets utilisent Chat, Claude, pour de la recherche très généraliste, de l'outil purement administratif de rédaction. Il y a des groupes, par exemple, comme mon groupe Inextenso, on a notre propre éditeur de logiciels, on développe en interne nos propres outils d'IA, mais en réalité, ils sont adossés aussi
On va pas le cacher, hein. Je veux dire, modèle on ne ChatGPT. pas, voilà, on prend Chat, on prend Perplexity, enfin des outils que vous pouvez connaître dans la nature, même dans vos relations quotidiennes perso, hein, en dehors des outils professionnels. En fait, c'est un peu les mêmes architectures souvent. La seule question, et Jérémy le disait, et ça c'est important, c'est suivant les cabinets dans lesquels on est et suivant ce qu'on demande à l'outil, effectivement, il faut faire attention à prendre des outils qui soient bien étanches. Vous voyez, par exemple, je veux faire une recherche où je vais mettre de la donnée de mes clients. Je vais prendre, par exemple, un dossier d'un de mes clients avec une carte d'identité, avec un passeport, avec des éléments qui justifient d'éléments qui ne sont pas dans la nature. Ça ne me viendrait pas à l'idée, et ça ne vous viendrait pas à l'idée de laisser votre portefeuille sur le comptoir à la lecture de tout le monde. Bon. Quand on utilise un outil d'IA, finalement, quand je balance ces informations dans le chat, demain, même dans la minute où je les ai téléchargées, elles sont consultables, utilisables par d'autres. Alors, peut-être pas si facilement que ça, peut-être pas aujourd'hui, mais elles deviennent une donnée publique. Bien sûr. Typiquement, l'outil qu'évoquait Amandine de chez LexisNexis, il est beaucoup plus étanche sur cette partie-là, c'est-à-dire qu'il repart en base 0, c'est-à-dire que je vais lui donner de l'info, je vais travailler, et dès que je sors du logiciel, il fait comme s'il n'avait rien vu. Donc ça, c'est aussi une garantie pour nous de bien former les gens à aller dans le bon outil, de ne pas balancer une information dans un outil qui n'est pas adapté. Mais, encore une fois, les outils, peut-être que ce qu'on vous dit aujourd'hui, en réalité, vu la vitesse à laquelle ça va, peut-être que ces outils, ils n'existent pas, parce que plus demain. Vous voyez, par exemple, Lexis, comme on le connaît aujourd'hui, nous, avec Amandine, notre éditeur qui nous vend ça pour ça très cher aujourd'hui, enfin, il faut avoir quand même conscience que ça représente un coût aussi d'investissement pour les cabinets. Dans 6 mois, il y a un nouvel outil et celui-là, il ne vaut déjà plus rien, quoi. Donc, un outil en lui-même, ça ne veut vraiment rien dire. En fait, ce qu'il faut chercher, c'est l'utilité qu'on a de cet outil. Merci Pierre. J'ai une question peut-être pour Jérémy. Est-ce qu'il existe des formations certifiantes IA courtes que les cabinets d'avocats apprécient plus particulièrement? Est-ce qu'il existe, oui, des formats courts que vous avez connaissance? J'imagine qu'il doit y en avoir plein. Maintenant, peut-être pas spécialisé, je ne sais pas. Alors, j'ai pas connaissance de certifiante en tout cas. En tout cas, aujourd'hui, les acteurs principaux les présentent pas. Alors nous, on a intégré des modules. Il y a dans la formation, justement, Jérémy en est à l'origine. Il peut peut-être vous les expliquer brièvement. Oui, on a 4 thématiques dans la formation. On fait la découverte justement des outils et qu'est-ce que l'IA générative, justement pour vous sensibiliser, pour que vous ayez en tout cas la connaissance de tous les outils principaux que vous pouvez utiliser au quotidien. Ensuite, on en a parlé aussi sur la partie prompt. C'est quelque chose qui est important de donner du contexte et d'arriver à intégrer des bonnes pratiques de prompt pour avoir la meilleure réponse possible. Donc ça, on travaille sur une des thématiques. Et ensuite, on fait un focus sur la partie sécurité et un autre sur les outils plutôt juridiques, qui ont intégré les IA. Donc vous avez 4 thématiques où on voit une bonne partie en tout cas de l'IA et qui vous donne pas mal d'informations là-dessus. Et je rebondis juste sur ce que disait Pierre tout à l'heure, comme tu parlais aussi des coûts. Aujourd'hui, il faut savoir que l'IA propose des choses qui sont très accessibles. Et l'humain aujourd'hui est devenu le produit de l'IA, c'est-à-dire qu'ils sont en test, nous on alimente au quotidien en faisant des demandes à l'IA. Et il faut savoir qu'il risque d'y avoir un revers en tout cas là-dessus, avec des augmentations de prix sur l'IA. Donc ça, c'est des choses aussi qu'il faut arriver à prendre en compte. C'est qu'aujourd'hui, c'est accessible. Demain, peut-être que les outils IA type ChatGPT ou autres seront beaucoup moins accessibles pour les employeurs ou en personnel. Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes à savoir et à prendre en compte pour la suite. Ce que disait Pierre, c'est que les outils aujourd'hui
Ça va, ça vient. Il y a beaucoup de modèles, beaucoup de versions qui sont mis à jour un peu toutes les semaines, tous les mois. Il y a une vraie course, en tout cas, là-dessus. Donc, c'est intéressant, en tout cas, que vous ayez cette information, que c'est des produits qui vont demain être un peu plus onéreux. Et donc, du coup, il y aura cette partie financière aussi à trancher pour les employeurs. J'ai un peu dévié, Bénédicte, mais... Il y a une question qui est très intéressante là, que vous posiez dans le chat, qui est justement sur le fait qu'on robotise un petit peu la vision juridique et que du fait que effectivement, si tout le monde analyse finalement le droit exactement de la même façon, ben, finalement ça enlève un peu de libre arbitre et de penser qu'on aurait des réponses systématiques juridiques qui soient toujours les mêmes. Mais ça, en réalité, c'est pas tellement lié qu'à l'IA, c'est lié à l'appréciation qu'on a du droit de manière générale. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut, dans notre civilisation, que le droit, ça soit quelque chose d'humain? C'est une science humaine, avant tout, le droit. C'est pas, ça n'est pas que des mathématiques. Au quotidien, et si vous l'avez peut-être déjà éprouvé en allant devant un juge, on n'a jamais la certitude de la réponse qui va être donnée, et pourtant on arrive tous avec le texte. Mais c'est tout l'intérêt du droit, c'est que quand j'ai deux personnes qui arrivent devant un tribunal, elles ont toutes les deux connaissance du même texte, et pour autant elles arrivent à des conclusions totalement adverses, en général. C'est le principe même du libre arbitre, du juge, de la conviction qu'on peut donner et de la compréhension qu'on a, et c'est justement tout l'intérêt de notre métier. Et ça, les assistants juridiques, vous y participez à plein en même temps qu'un juriste, c'est qu'on n'a pas une vision justement qui est automatisée du droit. Ça veut dire qu'on a un texte, et la façon dont on appréhende ce texte en droit français, au moins, il y a plein d'autres types de droits applicables au monde, mais le nôtre, il reste encore quand même très centré sur la notion d'humain. Par exemple, si vous allez en pénal, on a un maximum de peine. Ça ne veut pas dire que le juge applique systématiquement la sanction maximum, sinon ça serait tout simple. Je vais devant le tribunal, je sais que j'ai fait une bêtise, je sais que j'ai telle sanction. La réalité quotidienne, c'est pas ça en droit. Il y a, et c'est d'ailleurs ce qu'on a le plus de mal à vous expliquer quand vous commencez ce parcours, parce que quand vous rentrez dans une formation juridique, vous aimez bien, et c'est vrai qu'on est un peu formaté comme ça dans notre façon d'apprendre les choses à l'école, on aime bien ce qui est noir ou blanc. La première chose qu'on vous apprend dès le premier cours, et ça je pense que l'ensemble des enseignants de la formation, mais c'est valable dans toutes les formations juridiques, on vous apprend qu'il n'y a que du gris. Et ça, c'est le plus compliqué dans notre métier, et ça, très honnêtement, l'IA ne change rien. C'est pas parce que l'IA va vous dire il y a telle juridiction, telle jurisprudence qui est arrivée à telle conclusion qu'on est obligatoirement tenu d'appliquer la règle de la même façon. Ok. On a plusieurs questions, alors notamment sur la formation de l'IJA. Alors, je peux essayer d'y répondre rapidement. Notamment sur le fait que oui, on a bien intégré un module IA dans la formation, bien évidemment. C'était essentiel, et Jérémy vous en a parlé tout à l'heure. J'ai quelqu'un aussi qui demande, mais je vous invite vraiment à formuler à voix haute vos questions, hein, ce sera plus vivant. S'il fallait tout savoir, les textes de loi, les articles de loi, alors là, je pense que Amandine va vous répondre très rapidement sur cet aspect-là. Oui, je peux répondre très rapidement en disant bien évidemment non. Pour le coup, non et non et non. Pourquoi? Pas parce que c'est pas intéressant, mais parce que déjà de un, ce n'est pas votre rôle. Le but d'être assistant juridique, c'est pas d'être avocat, c'est pas de connaître tout par cœur, mais c'est de comprendre ce qu'on fait, de comprendre son axe, comprendre son courrier, comprendre le suivi d'un dossier. Et ça, on n'est pas obligé d'avoir appris par cœur les articles, et au contraire, il vaut mieux pas, parce qu'on est sur une vraie compréhension. Donc, absolument pas se rajouter
de cherche sur ça, c'est comprendre le métier dans lequel vous souhaitez évoluer. Et ça fait partie de la formation. Mais pour être assistant juridique, connaître son article, ça ne va pas vous rajouter une compétence qui sera bénéfique pour un employeur. Pas du tout. Par contre, savoir comment organiser un acte de procédure, savoir bien rédiger un courrier. Alors, on a des outils pour nous aider, mais à savoir bien rédiger un courrier, savoir bien gérer un délai de procédure, savoir bien répondre au téléphone, tout ça, ça sera très demandé par un futur employeur et ça reste les compétences qui étaient les compétences essentielles avant l'IA et qui restent les compétences essentielles après l'arrivée de l'IA. En fait, je prends juste la parole pour confirmer ce que j'ai répondu à la question qui m'a été posée dans le chat par rapport au fait de tout apprendre par cœur. J'ai répondu certainement pas et surtout c'est impossible de tout apprendre par cœur, tous les textes de loi. Effectivement, mais ça fait partie de la Ce qu'explique Amandine, c'est de comprendre ses fonctions. C'est pas la même chose. Mais c'est souvent ce que les gens pensent concernant les études juridiques. Il y a une espèce de mythologie autour de ça, qu'il faut tout apprendre par cœur. Non, il ne faut pas tout apprendre par cœur. Il faut comprendre. Même un avocat, il ne connaît pas le code civil ou le code pénal par cœur. Il va connaître certains articles sur lesquels il travaille de façon récurrente, mais il n'est pas question d'apprendre les textes par cœur. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas. Il y a Maëva qui lève la main. Maëva, bonsoir. Allez-y, on vous écoute. Bonsoir. Donc en fait, effectivement, pour avoir obtenu mon diplôme en début d'année, donc avec l'IGA et avoir fait quelques mois de stage et des petites missions, en fait, là où moi je m'interroge, c'est par rapport au fait qu'effectivement c'est un outil qui nous facilite la vie. Mais comment aller vérifier la source? En fait, moi, c'est Laure qui posait la question, ou Laura, je ne sais plus, désolée, j'ai un doute sur le prénom. Y a-t-il des formations certifiantes spéciales IA? C'est vrai que même en utilisant des logiciels professionnels, comme le disait Amandine, parfois il y a des petits couacs, même si les sources sont vérifiées. Donc, comment nous être sûrs en tant qu'assistante juridique, même si on maîtrise, on maîtrise en grosse partie, pas totalement, les procédures, surtout quand on débute, comment savoir qu'on est vraiment dans le vrai, on ne se trompe pas d'articulation, entre guillemets, entre la procédure, les délais, vous voyez qu'on articule bien le tout, en fait. Amandine, vous pouvez répondre à cette inquiétude? Oui, bonsoir Maëva. Oui, alors je vais essayer de répondre sur l'inquiétude des sources. Alors j'aurais juste une question du coup avant pour bien répondre. C'est dans le cadre d'une recherche effectuée en cabinet par l'employeur sur un dossier ou... Oui. Alors j'ai eu l'expérience, Amandine, chez un commissaire de justice que vous connaissez, et après également en cabinet d'avocat. Donc, des demandes de recherche demandées par l'avocat ou le commissaire de justice sur un point spécifique. Voilà, exactement. En fait, c'était pour bien comprendre la procédure que j'étais en train d'apprendre. De compléter l'apprentissage de l'IGA. Je ne sais pas si c'est très clair. D'accord. Non, parce que voilà. OK. Moi, je vous dirais que pour être sûr des sources, c'est déjà que ce soit des sources, officielles. Tout ce qui va être référence à tout ce qui va être des choses connues et certifiées, dont l'IGA aussi, dans le cadre de la formation, Légifrance, des logiciels comme ça, sont des sources un petit peu sérieuses. On peut se fier à ces sources-là. Sinon, si on a des sources de l'IA qui nous amènent à des sites internet de cabinets d'avocats parce qu'ils ont fait un article sur ça, ou parce que, voilà, on se méfie plus de la réponse, parce que si c'est une IA ouverte, c'est une vitrine un peu de l'avocat, eh bien, la date de l'article peut être trop ancienne et du coup, il y aurait pu y avoir une réforme qui fait que ça ne s'appliquerait plus, ou des choses comme ça. Moi, déjà, premier abord, ça serait de connaître les sites sérieux et s'y référer en se disant, là, je sais que c'est bon, ça va, etc. Et ensuite, effectivement, se refaire une double vérification en reposant la question à d'où l'intérêt du prompt et de savoir bien rédiger le prompt dans le sens où essayer, entre guillemets, que l'IA vous reconfirme
ou dans un autre système L'information donnée. pour que l'information donnée soit bonne. Mais voilà, ça, c'est aussi l'expérience qui fera qu'on se fie ou pas à la source et à la recherche. Parce que moi, j'avais fait 2 recherches, une sur ChatGPT et une sur Gemini, qui est moins connue. Ouais. Et Gemini, en fait, ne va chercher que les sites officiels, ce qui n'est pas le cas de ChatGPT. Ouais. La réponse chez Gemini était beaucoup plus précise et elle indiquait les sources, ce qui n'est pas le cas. Il me semble aussi que dans ces cas-là, on peut, dans un prompt, Jérémy me dira peut-être, demander à l'IA d'aller chercher la réponse sur legifrance.fr ou sur des sites officiels. Ou lui demander de citer ses sources. Aussi. Après, il faut faire attention aussi, excuse-moi Jérémy, mais ChatGPT, ça veut tout dire et rien dire, parce qu'en réalité, derrière, vous avez plusieurs moteurs de recherche qui sont plus ou moins complexes et plus ou moins sérieux dans le niveau d'information qu'ils vont aller chercher. C'est-à-dire que si vous prenez Chat de façon basique, il va chercher ça comme il vous chercherait, je vais être très bête dans mon propos, mais comme si vous recherchiez la recette du couscous, quoi. D'accord. Donc, il peut vous sortir une recette du couscous comme il peut aller vous chercher un article dans Legifrance. Ça reste une base de données. Bon. Si vous lui demandez d'aller chercher en demandant qu'il ne pioche pas dans n'importe quel moteur de recherche, mais par exemple dans Perplexity, déjà, il va chercher dans une base de données qui est beaucoup plus qualifiée, par exemple, qui s'oriente plutôt métier des sciences humaines. Donc, il va chercher dans des bases qui sont plutôt juridiques, plutôt techniques. Encore une fois, après, il y a d'autres outils encore plus précis et pointus que ça. Mais encore une fois, je pense qu'il ne faut pas qu'on se trompe non plus de débat. Il y a ce qu'on vous demande de chercher en cabinet parce qu'on veut vous challenger et vous faire évoluer dans votre métier, et vous pousser un peu dans vos retranchements. Et ça, je trouve ça très bien. C'est comme ce qu'on a fait dans votre formation. On ne vous donne pas tout cuit. Oui, mais c'est très bien. Voilà, on vous apprend à chercher, on vous laisse patauger, parce qu'il y a un moment donné, c'est bien aussi dans une formation comme en cabinet, de ne pas vous donner une maquette en vous disant c'est trop facile, je te donne la maquette, tu n'as plus qu'à remplir des blancs. Moi, je n'ai pas besoin de Maëva pour faire ça. Si j'ai besoin de Maëva, c'est que je veux quelqu'un d'intelligent qui peut être capable, cette fois, de ne pas le trouver, mais par contre d'avoir compris la prochaine fois comment elle va savoir le chercher de la meilleure façon. Pouvoir articuler, ok. Et en fait, notre job, et là, c'est quelque chose d'important pour nous aussi, en tant que juriste, avocat, notaire, peu importe, c'est de l'intelligence collective, travailler avec un assistant juridique. C'est qu'un assistant juridique, on le forme à sa main, et j'insiste vraiment, on fait un vrai tandem avec notre assistant. Moi, mon but, c'est pas, comme disait Amandine, de faire de vous un juriste. Vous avez votre job, j'ai le mien. Si je veux chercher une référence d'un texte, une jurisprudence, un truc hyper pointu, c'est mon job d'aller le chercher. Alors, que je vous challenge parce que je vois que vous en avez sous le pied et que ça vous intéresse d'aller chercher de l'info, ok, très bien, ça c'est super. Mais ça, c'est pas votre métier d'assistante juridique au quotidien. Oui, votre métier d'assistante juridique, c'est effectivement... Tu as un délai à aller chercher, il y a une procédure. Est-ce que je vais devant le tribunal de commerce? Est-ce que je vais devant le tribunal des affaires économiques? Est-ce que je vais devant le tribunal judiciaire? Ça, c'est des choses qu'on vous apprend à faire. Le texte peut changer et se dire « Ah mince, tiens, je me challenge moi-même, l'article là qui est évoqué, combien de fois un assistant juridique, mais même un juriste, a revérifié à la source si l'article qu'il est en train de citer dans un document il existe encore dans le code de commerce ou dans le code civil. Très souvent, vous vous apercevez que même nous, le texte, il n'existe plus. Comme disait Géraldine tout à l'heure, quel est l'intérêt d'apprendre un texte dont on sait que potentiellement, vous savez, chaque année, il y a 40% des textes qui existent qui disparaissent parce qu'ils sont remplacés par d'autres. Vous voulez vous amuser à les apprendre par cœur pour les oublier? Ce qu'il faut apprendre, c'est apprendre à aller chercher. Merci beaucoup, Pierre. Merci beaucoup. D'autres questions? N'hésitez pas, posez vos questions. Sinon, on va clôturer la session. Il y a M. Malsef qui dit qu'il est intéressant d'utiliser Grok pour obtenir des réponses. Je ne sais pas qui est Grok. Oui, c'est intelligence artificielle, je pense. Notre intervenant, elle les connaît.
connaît cette Jérémy, est-ce que vous connaissez Grok? C'est peut-être le cousin de Shrek, je ne sais pas. C'est l'IA qui est propulsée par Elon Musk. Ah, pour le d'accord. coup, Grok est assez orienté, donc je ne serais pas forcément d'avis d'aller dessus. Et pour répondre aussi à la question de Maëva tout à l'heure, moi je conseille en tout cas d'utiliser les logiciels juridiques qui intègrent l'IA, parce que ce qu'il faut savoir juste techniquement derrière, c'est qu'entre ChatGPT et un logiciel juridique qui intègre l'IA, c'est que dans le logiciel, en fait, ils intègrent une base de connaissances juridiques sur lequel, quand vous promptez, ça va chercher automatiquement dans cette base de connaissances. Donc forcément, l'information est souvent beaucoup plus pertinente. ChatGPT, vous lui posez une question, si en plus il y a très peu de contexte, va aller chercher dans des bases de connaissances multiples, mais il ne va pas forcément se cantonner au secteur juridique. Donc ça, c'est hyper important et c'est pour ça que vous pouvez avoir des différences notables sur les réponses entre des logiciels type Doctrine ou autres et des IA type ChatGPT, Claude ou autre. D'accord. Donc ça, c'est important à savoir. C'est qu'il y a une vraie base de connaissances qui est donnée carrément par les éditeurs de logiciels. Oui, parce que j'ai conscience que ça ne fait pas partie du métier d'assistante juridique, mais c'est aussi bien de comprendre pourquoi on est amené à faire cette procédure et comprendre ce qu'on rédige en fait. Alors j'espère bien quand même qu'avec la formation et les compétences que vous avez acquises, vous savez pourquoi l'avocat ou le commissaire de justice choisit telle ou telle procédure plutôt qu'une autre sans avoir besoin de le demander à l'IA. Rassurez-moi, Maëva. Je vous rassure, c'est le cas. Mais effectivement, il y a des petites choses, il y a des petits termes qu'on n'a pas vus parce que c'est tellement vaste, le droit, et ça évolue tellement vite que, effectivement, moi, j'ai découvert des termes au fur et à mesure entre le stage chez un commissaire de justice qui n'est pas du tout le même quand vous travaillez en cabinet. Et en fait, j'ai découvert plein de nouveaux termes, même si je connais les procédures, les délais. C'était juste pour voilà. Oui, j'ai compris. Non, mais je vous rassure, pour celles qui ont encore leur diplôme, si le temps on est bien formé. Mais c'est que voilà, c'est très intéressant de pouvoir. Après, bon, c'est peut-être une personnalité de pouvoir comprendre ce qu'on fait et de A à Z, quoi. Même si on remplacera, c'est pas notre travail. Le fait de comprendre ce qu'on fait, moi, je trouve ça indispensable. Alors, il y a Karen qui nous dit, et ça, je pense que vous pouvez répondre, ou Jérémy ou Amandine, il se peut. Je connais la réponse, je crois, mais je vais laisser les pros la donner. Il se peut que ces logiciels juridiques prennent en compte le changement des textes de loi, de procédure. Amandine ? Oui. Ben oui. Oui, bien sûr. De toute façon, tout ce qui va être publié sur Internet, pris en compte les nouveautés, l'actualisation. Surtout s'il s'agit des professionnels du droit, les nouveautés à venir seront prises en compte par les l'IA, bien sûr. Et d'ailleurs, il faut, parce que le problème du droit, le problème, c'est que ça bouge énormément, souvent, et qu'il faut absolument une actualisation. Mais bon, ça, je pense que c'est... Jérémy, j'imagine que tu vas être d'accord. Mais oui, j'imagine que c'est essentiel, sinon l'IA n'aurait pas d'intérêt de ne pas prendre en compte les nouveautés juridiques. En tout cas, c'est la responsabilité des logiciels juridiques et les cabinets payent aussi des licences pour avoir des bases de données à jour. Et par contre, nous, je sais qu'on a fait pas mal de tests avec certains clients. Et pour le coup, quand vous donnez des sources à ChatGPT, par exemple, en lui demandant la dernière mise à jour d'une jurisprudence ou autre, il a souvent du mal à aller chercher la dernière mise à jour. Donc pour moi, en tout cas, par retour d'expérience, les logiciels juridiques sont beaucoup plus fiables. Et c'est pour ça que les cabinets les prennent et les paient aussi tous les ans. Mais ceci dit, il faut quand même faire extrêmement attention. Effectivement, quand vous avez des textes très récents, même les éditeurs de logiciels juridiques qui pourtant ont des bases de données très développées, ça nous arrive malheureusement, quand il y a des textes très récents avec très peu de commentaires, la difficulté, c'est que la documentation, les maquettes, les informations qui circulent sont souvent tirées de doctrines, ce qu'on appelle des chroniques, faites qui ne sont pas forcément exactement en ligne avec le texte actuel.
Ça peut, des fois, il peut arriver, Jérémy parlait d'hallucination tout à l'heure, il peut arriver très souvent, quand on a des textes très récents, que les IA confondent, par exemple, un projet de loi avec la loi. Ça peut sembler très bête, mais il va aller piocher, par exemple, dans Légifrance ou dans des bases de données, un texte qui lui semble être la loi, parce que c'est construit comme tel. Mais un projet de loi, c'est pas une loi. Et en réalité, entre ce qui a été voté et ce qui a été discuté des fois longtemps au Parlement, il y a souvent plus de chroniques, plus d'informations sur le projet de loi que sur la loi elle-même, qui est très récente. Et du coup, on a beaucoup de confusion dans des outils d'IA, aussi puissants soient-ils. Et c'est là où le prompt, il a tout son intérêt, et de bien contextualiser. Jérémy le disait tout à l'heure, quand on fait un prompt, on ne pose pas une question comme ça au débeauté sur n'importe quelle question de droit. C'est réponds à ma question avec le droit positif à aujourd'hui, avec la réglementation applicable en 2026, et je vais te demander d'aller chercher, et quand je parlais de langage naturel tout à l'heure, c'est nous, on formule une question comme ça dans l'IA, c'est je suis directeur juridique, j'interviens pour tel client, je cherche tel type de données, va chercher dans les bases de données actuelles de 2026 une documentation certifiée qui garantit et qui répond à cette question-là. Parce que sinon, il va vous sortir un panel de toutes les jurisprudences, tous les textes qui sont applicables, mais les jurisprudences, vous l'apprendrez dans votre formation, ou si vous faites un peu de droit, elles s'appliquent en fait en fonction de textes qui n'existent déjà plus. Donc en réalité, il va vous chercher des données qui étaient justes à un moment donné, mais qui ne servent plus à rien dans le contexte de votre demande. Merci Pierre. J'ai une question, une petite main levée. Oui. Je vous invite à poser votre question. Allô? Oui, on vous entend. Oui, non, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais je ne voyais pas la question de l'IA sous l'angle où elle était abordée aujourd'hui. Je pense qu'il y a bien des choses à revoir par rapport à loi liberté informatique, RGPD et tout ce qui s'ensuit au niveau européen. Je pense que ça va évoluer et qu'on va essuyer les plâtres. Ce qui est donc intéressant, c'est la question de la protection des données, qu'on n'a pas complètement vu sous cet angle-là. Mais ce que je souhaitais, moi, c'est quand même d'échanger sur le fait, j'aurais déjà dû quitter, mais je suis resté malgré tout, c'est que moi, je fais une formation juridique. C'est bien évidemment pas pour voir un quelconque employeur du domaine en question embaucher une IA, voyez-vous. Donc ça, on a tous à peu près bien compris la question. L'IA, pour moi, je pensais qu'on l'aurait abordé sous l'angle de l'outil que ça peut représenter. Je vais vous prendre un exemple parce que celui-là, c'est du domaine dans lequel moi j'ai exercé en droit social. Je pense IA, moi, quand je pense à études de PV. Voyez-vous, si on vient me chercher pour X ou Y raison, ou si moi je dois faire des recherches dans le cadre de l'amiante en particulier parce que j'ai un dossier, et pour un avocat aujourd'hui, c'est d'essayer de lui faire ressortir tout ce que j'aurais pu rentrer en PV de CSE. Justement, l'IA pour moi c'est l'outil où je vais mettre amiante et c'est un outil qui doit me permettre d'aller chercher justement les échanges qu'il y a pu y avoir eu, les retours qui ont pu être faits par la direction, les questions qui ont pu être posées par les représentants du personnel. Et aujourd'hui, je me pose moi la question, et c'est marrant parce que j'ai bien fait d'être là, je vois qu'on ne voit pas l'approche de l'IA de la même façon. Parce que l'IA en tant que telle, si c'est pour qu'elle apporte des réponses auxquelles on est censé, entre guillemets, pour lesquels on est censé être acteur, j'avoue que je suis un peu encore en décalage. Il va falloir que moi aussi j'adapte mon logiciel à l'IA, comme tous aujourd'hui, je crois. Voyez-vous, c'est que j'ai un petit problème avec la définition de l'utilité de l'IA aujourd'hui. IA spécifique avec des logiciels adaptés, comme outil, je le comprends. L'IA comme moteur de recherche et entre guillemets solution facile pour aller essayer de répondre aux choses qui m'échappent. Je vous avoue que là c'est plus tangent, et puis surtout moi je reste persuadé qu'aujourd'hui cet outil l'IA est un outil à double tranchant. Mais je crois que c'est ce qui a été bien mis en évidence d'ailleurs. Ouais. Et donc les règles RGPD sont dans bien des cas mises en porte-à-faux, et il va falloir justement, je pense, moi en tout cas aujourd'hui c'est ce que je fais, bien travailler sur les règles liberté informatique, RGPD, tout ce qui s'ensuit, pour
avoir soi-même une bonne connaissance du cadre et des limites que vous avez très bien définies. Moi, j'ai bien entendu la confidentialité, parce que c'est toute la question quand même. C'est le traitement des données, que ce Bien soit sûr. à caractère personnel ou matériel, voyez-vous. Et donc, je pense que l'IA, là-dessus, des fois, on se trompe un petit peu. Jérémy, peut-être une réaction par rapport à ce qui vient d'être dit? Bonjour Nicolas. Bonjour. Par rapport à votre retour, c'est vrai que côté RGPD, on l'a dit tout à l'heure, il y a de plus en plus, il y a des IA aussi qu'on peut intégrer directement dans des cabinets. Alors, ça a un coût et c'est un peu plus de latence, mais c'est vrai qu'après, on en a parlé tout à l'heure, mais au final, il y a quand même beaucoup d'IA qui sont américaines, qui sont chinoises, peu aujourd'hui des européennes. Donc, c'est sûr que la question RGPD n'est pas élucidée. Je pense que aujourd'hui, la course un peu au business et aux financiers par les gros acteurs IA n'attendent pas ça. En tout cas, ils vont au-delà de ça pour faire avancer technologiquement les logiciels IA. Donc, c'est sûr que sur ça, et on l'a évoqué tout à l'heure, que ce soit des logiciels juridiques qui utilisent les modèles ou autres, nous, en tant qu'humains et en tant qu'utilisateurs, on est sûr de rien. C'est pour ça qu'il faut faire attention, il faut mettre en place des choses pour sécuriser au maximum et sensibiliser un petit peu tout le monde là-dessus, à l'utilisation de l'IA. Donc, je suis quand même assez d'accord sur la partie RGPD. Je pense que l'utilisateur actuel que nous sommes essuie un peu les plâtres de tout ce qui se passe, c'est sûr. D'où l'attention tous les jours dans l'utilisation de l'IA. Merci Jérémy. Y a-t-il d'autres questions? Alors, je vais faire une petite conclusion avant qu'on se quitte. Je crois que ce qui ressort de tous ces échanges que nous avons eus, c'est que le métier d'assistante juridique reste un métier fondamentalement relationnel et humain, qui certes évolue positivement d'ailleurs, mais qui ne disparaît pas. Je crois que c'est vraiment ce qui ressort de tous ces échanges. Amandine l'a dit, Pierre également, le métier a été soumis à beaucoup d'évolutions depuis qu'il existe, la dictée numérique, les logiciels professionnels, toutes ces avancées technologiques, puisque ce sont des avancées technologiques, ont juste libéré un peu de temps pour des tâches plus intéressantes et probablement pour une montée en compétences des assistants juridiques. C'est un outil qu'on ne peut pas ignorer, c'est une évidence. Il y a un avant et un après, comme il y a eu un avant et un après l'imprimerie. Il faut faire avec, il faut faire intelligemment avec. C'est vrai que nous, à l'IGIA, on a intégré un module IA créé par Jérémy. Il va peut-être en dire juste quelques mots avant qu'on se quitte. Mais voilà, je pense que vraiment, c'est un outil. C'est un outil qui, au service de ces métiers, mais c'est certainement pas quelque chose qui remplace le champ de compétences extrêmement varié et précis des assistants juridiques. Merci Bénédicte. Jérémy, peut-être un petit mot sur le module IA, parce que j'ai eu des questions dans le chat aussi. Oui. Et oui, il y aura un replay. J'ai enregistré cette intervention. Ce sera très probablement mis en ligne sur le site internet de l'Institut juridique d'Aquitaine. Il y a un onglet qui s'appelle IGIA Télé où on diffuse les contenus audio, podcasts, etc. Et je pense que c'est à cet endroit-là que vous pourrez le retrouver.
Jérémy, je te laisse la parole. Merci Bénédicte. Oui, c'est vrai qu'on l'a dit tout à l'heure, je le redis, on aborde plusieurs thématiques et le but, c'est vraiment de vous sensibiliser à la fois aux outils qui sont les plus connus, mais aussi aux logiciels qu'on peut utiliser même comme Copilot, qui est intégré, je ne sais pas si vous connaissez, mais qui est intégré sur Microsoft, et c'est quand même l'environnement qui est le plus intégré dans les cabinets d'avocats ou d'expertise comptable. Donc, on fait un focus là-dessus. Copilot intégré à votre Outlook, à votre Doc Word. Donc, on fait un focus sur les outils, un focus sur les prompts, et on aborde aussi toute la partie sécurité. Mais en tout cas, le but, c'est d'être sensibilisé, vous, de votre côté, d'être curieux aussi sur ces outils qui arrivent, qui arrivent tous les jours, parce qu'il y a des mises à jour qui sont faites en permanence. Donc, la formation qu'on a fait l'an dernier, il faut qu'on la mette à jour régulièrement parce qu'il y a des outils qui sortent, des logiciels juridiques qui vont intégrer aussi de nouvelles fonctionnalités. Donc, c'est des choses sur lesquelles, en tout cas, avec les JA, on travaille au quotidien pour avoir une formation, en tout cas, qui a du sens et qui peut vous aider dans votre formation et dans votre futur parcours professionnel. Est-ce qu'il y a encore une ou deux petites questions qui traînent quelque part? En tout cas, moi, je remercie tous les participants et tous les intervenants. Merci beaucoup, Amandine, Pierre, Jérémy, d'avoir répondu à toutes ces questions. J'espère que ça a répondu à vos interrogations et on reste bien évidemment à votre disposition. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Merci encore à tous pour vous être mobilisés aussi nombreux. Et moi, je fais un petit clin d'œil quand même à nos anciennes stagiaires qui sont venues ce soir. J'ai trouvé que c'était très chouette. Merci à vous. Merci beaucoup. Très bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.